À la une de l'actualité ce lundi, la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le nouveau commissaire européen à la coopération et au développement, Neben Mimika, rencontre qui a eu lieu en marge du sommet de la francophonie à Dakar. Aujourd'hui, 1er décembre, marque la 27e journée mondiale de lutte contre le sida. Aujourd'hui, dans le monde, 35 millions de personnes vivent avec le VIH. Ici, en Côte d'Ivoire, une cérémonie officielle s'est déroulée à la place Inch'Allah de Koumassi en présence de Daniel Kablan Duncan. À Odiéné, après les émeutes, le calme est revenu à l'issue d'échanges initiés par le ministre des Transports Gaoussou Touré. Le calme est finalement revenu et les activités ont totalement repris. Tout avait commencé avec l'arrestation d'un jeune homme décédé durant sa détention. Et puis, une femme a été désignée à la tête de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. La Nigériane Diezani Alison Madueke a été portée à la tête de l'organisation au cours de la réunion des membres tenue à Vienne en Autriche. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Et ce lundi, le grand format de la rédaction s'intéresse à l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques, mesure entrée en vigueur le 8 novembre dernier et qui fait grincer des dents du côté des industriels. Dans le grand format, vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur cette mesure. Mais avant, le premier titre de ce 20h, la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le nouveau commissaire européen à la coopération et au développement, Neben Mimika, rencontre qui a eu lieu en marge du sommet de la francophonie à Dakar, de retour du Sénégal, Viviane Haïm. Réunis dans le cadre du 15e sommet de la francophonie à Dakar, le nouveau commissaire européen à la coopération et au développement, Neben Mimika, s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur la coopération de l'Union européenne avec la Côte d'Ivoire, une coopération jugée satisfaisante par l'Europe. Nous avons discuté d'un certain nombre de sujets et je lui ai affirmé que l'Union européenne était engagée à poursuivre la coopération. La Côte d'Ivoire est un exemple pour la région et pour l'Afrique. Et c'est un pays qui a su tirer le meilleur parti des programmes de développement et de coopération. Nous allons poursuivre ce processus, nous allons essayer de renforcer cette coopération dans la perspective des élections qui se profilent à l'horizon. Toujours à Dakar, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, lors de ce sommet de la francophonie, a eu une rencontre avec le secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Mexique, Carlos de Casa. On retrouve Viviane Haïm. Le Mexique, pays d'Amérique latine qui vient de faire son entrée dans la francophonie comme membre observateur au cours de ce 15e sommet à Dakar, veut marquer son rapprochement par l'ouverture de sa toute première ambassade en Afrique de l'Ouest francophone qui sera basée à Abidjan. Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Mexique, Carlos de Casa, s'est entretenu sur ce sujet avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi. On a l'idée partagée de renforcer nos liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mexique. Et je viens d'annoncer à votre ministre des Affaires étrangères que le Mexique a décidé d'ouvrir une ambassade résidente dans votre pays à deuxième partie de 2015, le deuxième semestre. De cette façon-là, on va réciproquer le fait que la Côte d'Ivoire a déjà une ambassade au Mexique. Nous avons tout un programme pour resserrer nos liens avec l'Afrique. Une partie de cela, c'est le fait qu'on est admis à la francophonie. Ça nous donne un espace additionnel de dialogue, de rapprochement. Et toujours sous les projecteurs de l'actualité ce lundi, Michaëlle Jean, la Canadienne d'origine haïtienne, désormais secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a été désignée après maintes tractations et négociations à huis clos entre chefs d'État et de gouvernement. Ce soir, l'une de nos envoyées spéciales à Dakar nous parle de Michaëlle Jean. Qui est-elle? Quel est son parcours? Les précisions de Gabriel Zani. Canadienne d'origine haïtienne, Michaëlle Jean est depuis le dimanche 30 novembre le tout nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie.
La quarantaine de chefs d'État de l'espace francophone présents au 15e sommet de Dakar a finalement opté pour le choix de l'ancienne gouverneure du Canada après de rudes tractations puis de consultations à huis clos. Mais pour être désignée, Michaëlle Jean est passée par bien de chemin. Elle a d'abord fait campagne dans plusieurs pays africains avant de procéder aux entrevues avec des acteurs influents du milieu francophone. Ce dynamisme, elle le doit sans doute à sa longue carrière de journaliste. Michaëlle Jean a été une célèbre animatrice, réalisatrice à Radio-Canada de 1988 à 2004. Une carrière télévisuelle qui lui a valu de nombreux prix, mais aussi et surtout de grandes rencontres avec des personnalités. En avril 2011, elle est nommée par Abdou Diouf au poste de grand témoin de la francophonie pour les Jeux olympiques d'été de 2012 tenus à Londres, en Angleterre. Aujourd'hui, secrétaire général de l'organisation à 57 ans, sa désignation ouvre une nouvelle ère pour l'espace francophone, selon certains observateurs. Une ère où les femmes comptent. Cela dit, le thème du 15e sommet Femmes et Jeunes en francophonie, vecteur de paix et acteur de développement, a été annonciateur. La feuille de route de Michaëlle Jean est ainsi connue. Relever les défis de paix et de développement dans l'espace francophone. Le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Kikbafori Soro, revient du Maroc où il a effectué une visite de travail et d'amitié. C'était à l'invitation de la Chambre des représentants, le Parlement marocain. Guillaume Soro en a profité pour rencontrer la communauté ivoirienne sur place. Elle est riche de 3758 personnes. La rencontre a porté sur le climat social et politique en Côte d'Ivoire ainsi que les grands chantiers en cours dans le pays. Hugues Veblé. Une mission fructueuse, c'est l'avis des parlementaires membres de la délégation du président de l'Assemblée nationale à Rabat. Invité de la Chambre des représentants du royaume chérifien, Guillaume Soro et les députés ivoiriens, tout en renforçant la diplomatie parlementaire, ont beaucoup appris sur la vision du développement. Ce qui m'a particulièrement touché et pour lequel je garde un sentiment de satisfaction, c'est qu'au plus haut niveau de l'exécutif, c'est-à-dire relevant des ministères et autres, l'existence du groupe de contact aujourd'hui est affirmée. Deuxièmement, ces activités sont reconnues. Les Marocains sont au travail. On l'a senti. Nous voulons que la main dans la main, nous puissions faire comme le Maroc. Je suis très heureuse de la disponibilité des Marocains. Ils veulent travailler avec les autres, mais avec les Ivoiriens en particulier. Et c'est ça qui fait ma satisfaction et ma joie. La rencontre avec la communauté ivoirienne au Maroc a été le dernier rendez-vous honoré à Rabat par le président de l'Assemblée nationale. Il a pu apprécier avec les membres de sa délégation l'engagement de cette diaspora ivoirienne en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Malgré ces difficultés, et loin de sa chère patrie, la communauté ivoirienne au Maroc travaille dans l'union, la discipline pour œuvrer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous sommes motivés par notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a lancé des projets et réalisations d'envergure en vue du développement économique et social de notre nation. Ils parlent de la même voix, sans tenir compte ni de leur coloration politique, ni de leur coloration ethnique, ni de leur coloration religieuse. Et ça, c'est très important. Et ce message doit être porté dans les autres pays. 3567 Ivoiriens sont régulièrement inscrits à l'ambassade ivoirienne, mais la communauté sur place peut être estimée à plus de 5000 personnes, étudiants ou travailleurs pour la plupart. Aujourd'hui, 1er décembre, marque la 27e journée mondiale de lutte contre le sida. Dans le monde, 35 millions de personnes vivent avec le VIH à ce jour. Ici, en Côte d'Ivoire, une cérémonie officielle s'est déroulée à la place Inch'Allah de Koumassi, en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Zéro nouvelle transmission mère-enfant du VIH-Sida. C'est le thème de la présente édition. Le compte-rendu de Grace Kando. Toutes les minutes, un enfant naît infecté par le VIH dans les pays à faible revenu, selon l'ONU-SIDA. Et 50% des enfants infectés meurent avant l'âge de 2 ans, faute de soins adaptés.
Pour cette 27e journée mondiale de lutte contre le sida autour du thème « Zéro nouvelle transmission mère-enfant du VIH », la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Goudou Kofi Raymond, fait le point des activités menées pour freiner l'avancée de cette pandémie au niveau de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Des actions d'envergure ont été réalisées sur le terrain. Au titre de l'année 2013, ce sont 602 160 femmes enceintes qui ont été testées et qui ont effectivement reçu leurs résultats. Parmi les femmes enceintes dépistées positives au VIH, 16 068 ont bénéficié des antirétroviraux pour réduire la transmission mère-enfant du VIH. Nous notons à ce jour une tendance à la baisse de la prévalence du VIH qui est estimée à 2,7, Excellence Monsieur le Premier ministre, alors que l'EDS 2011-2012 nous donnait 3,7. Des efforts consentis, mais d'autres défis restent à relever pour une prise en charge efficace. La plupart des laboratoires devant permettre la mise sous traitement des personnes dépistées VIH+, et le suivi biologique ne sont pas fonctionnels. L'avenir des conseillers communautaires est incertain, alors qu'ils représentent la base et le fondement des différents programmes. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, félicite tous les partenaires engagés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie solennelle pour saluer la disponibilité de nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la dynamique de réduction de l'impact de la pandémie VIH dans notre pays. Avec les actions conjuguées du gouvernement ivoirien, des partenaires au développement, du secteur privé, des organisations de la société civile, nous devons renforcer nos efforts et imaginer des actions encore plus vigoureuses pour l'atteinte des objectifs nationaux, principalement l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté la loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida qui condamne la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. L'urgence de la crise Ebola ne doit pas faire oublier d'autres urgences sanitaires comme celle du sida. À l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, plusieurs rapports présentent des chiffres encourageants, dont celui de 15 millions par exemple. Il s'agit du nombre de personnes qui pourraient bénéficier de traitements en 2015. Pour autant, la guerre contre le VIH est loin d'être gagnée. La situation du virus dans le monde, présentée par Herman Niamé. Avec plus de 39 millions de morts à ce jour, le VIH continue d'être un problème majeur de santé publique. En 2013, 1,5 million de personnes sont décédées d'une cause liée au VIH dans le monde. Fin 2013, on comptait environ 35 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 2,1 millions de nouvelles infections dans le monde. L'Afrique subsaharienne, où 24,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2013, est la région la plus touchée. Elle concentre également près de 70% des nouvelles infections dans le monde. En Côte d'Ivoire, environ 400 000 personnes vivent avec le VIH. L'on note cependant une tendance à la baisse de la prévalence estimée à 2,7%, une réduction d'un tiers de la mortalité liée au sida et une baisse de 25 à 30% des nouvelles infections à VIH. Les efforts ont permis de mettre sous traitement ARV 60% des personnes vivant avec le VIH. Il n'existe pas de moyen de guérir de cette infection. En revanche, les traitements efficaces avec des médicaments antirétroviraux peuvent juguler le virus et permettre aux patients de continuer à mener une vie productive et en bonne santé. En 2013, plus de 12,9 millions de personnes vivant avec le VIH étaient sous thérapie antirétrovirale au niveau mondial, dont 11,7 millions dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ces 11,7 millions de personnes représentent 36% des 32,6 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans ces pays. Pour terminer sur ce sujet, on s'est aussi posé les questions suivantes. Que pensent les Ivoiriens de cette journée de lutte contre le sida? Quelles sont les grandes actions menées par le Programme national de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH? Les éléments de réponse avec Éric Goré. C'est en 1988 que l'Organisation mondiale de la santé a décrété chaque 1er décembre journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. L'objectif est de lutter contre les pandémies par les campagnes de sensibilisation et permettre également l'accès facile aux services de santé à toute personne partout dans le monde.
Les Ivoiriens disent être conscients de la maladie et trouvent plus que nécessaire cette journée. Je pense que c'est une journée très importante parce qu'il faut consacrer un jour à ceux qui souffrent de cette maladie. Mais que ce jour aussi soit un moment pour nous tous de prendre aussi conscience pour ceux qui ne sont pas malades. Donc moi je pense que la journée est très belle. Elle est bienvenue. Je crois que c'est une bonne journée pour sensibiliser les gens sur les dépravations sexuelles, pour que les gens puissent normalement s'apprêter à se préserver d'une certaine manière, afin d'arriver au mariage, je crois, de manière très correcte. Le programme national de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH continue de mener des actions contre l'épidémie. Si on regarde la situation aujourd'hui comparée à ce que la situation était en 90, il y a eu beaucoup de progrès à travers toutes les actions qui ont été menées à travers le ministère et ses partenaires. Quand je dis partenaires du ministère, c'est les partenaires techniques financiers. Il y a aussi les organisations de la société civile qui ont fait un grand travail d'information, d'éducation, de communication qui a permis aujourd'hui d'être là où nous sommes. Et donc, je dirais sûrement que le travail qui a été fait a permis de prendre conscience. L'OMS entend œuvrer pour mettre fin à la maladie d'ici 2030. Nous le disons en titre à Odiéné, après les émeutes, le calme est revenu. À l'issue d'échanges initiés par le ministre des Transports Gaussou Touré, le calme est finalement revenu donc et les activités ont totalement repris. Tout avait commencé avec l'arrestation d'un jeune homme décédé durant sa détention. Il était accusé d'avoir agressé une jeune fille. On fait le point avec Abou Sanogo. Ramener le calme et la quiétude dans la ville d'Odiéné après les échauffourées qui ont secoué la capitale du Kabadougou. Échauffourées qui font suite au décès d'un jeune homme au commissariat de la ville dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 novembre dernier. Tel est l'enjeu de la visite du ministre des Transports Gaussou Touré, cadre de la région. L'émissaire du gouvernement a par la suite multiplié les rencontres avec les autorités administratives, les forces de l'ordre, les chefs coutumiers, les représentants des communautés de la CEDEAO, les représentants de structures de jeunesse et ceux des conducteurs de motos communément appelés dans la région taxi-moto. Tout en déplorant le décès du jeune transporteur, Gaussou Touré les a exhortés à la paix, à l'entente, au calme et à la retenue. Je vous invite à mettre bas la terre. Je vous invite à laisser tomber tout ce qu'il y a. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal aussi que les jeunes s'en prennent aux infrastructures de base que nous avons ici. Il faudrait que les responsables des différentes communautés prennent leurs responsabilités, qu'ils parlent à leurs enfants, pour que les enfants comprennent qu'ici, on ne doit pas s'attaquer au bien de l'État. On ne doit pas s'attaquer au bien d'autrui. À l'issue des échanges, tous ont décidé de jouer la carte de l'apaisement. Nous, ce qu'on doit faire, on demande des excuses à l'autorité administrative qui sont avec nous ici. Par ailleurs, le ministre des Transports a, au nom du gouvernement, présenté ses condoléances à la famille du défunt. Ainsi, à l'issue des différentes visites et rencontres, le calme est revenu et les activités ont totalement repris dans la ville d'Odiéné. 30 milliards de francs CFA, c'est la valeur du financement du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Extension Ouest, accord financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA, signé en marge des assises de la FAO sur la nutrition. C'était en présence des ministres Raymond Goudou de la Santé et Kobenan Kwasi Adjoumani des Ressources animales et halieutiques. La signature a eu lieu au siège de la FAO à Rome, Hugues Webley. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'aide accordée par le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA à la Côte d'Ivoire. Ce financement va permettre d'étendre et d'adapter à l'ouest du pays les actions en appui à la professionnalisation agricole et au développement des produits vivriers. Elles sont mises en œuvre depuis près de 2 ans dans le centre-nord, le nord et le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom. Le soutien du FIDA à la Côte d'Ivoire est intervenu en marge de la 2e conférence internationale de la FAO sur la nutrition à Rome. Les délégués de plus de 170 gouvernements, parmi eux, les ministres Raymond Goudou et Kobenan Kwasi Adjoumani, le pape François et de nombreuses autres personnalités se sont engagés à mettre en place des politiques nationales visant à l'éradication de la malnutrition sous toutes ses formes. Il va falloir que l'accent soit mis sur la production des aliments que nous consommons, mais en même temps
que la répartition de ces aliments-là se fasse sur toute l'étendue du territoire, de sorte qu'il n'y ait pas des personnes qui soient bien nourries et d'autres mal nourries. La sécurité alimentaire et nutritionnelle figurera en bonne place dans l'agenda du développement de l'après 2015 des Nations Unies, qui doit remplacer les objectifs du millénaire pour le développement OMD dans le courant de l'année prochaine. Ce lundi, le grand format de la rédaction s'intéresse à l'interdiction, la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation de sachets plastiques, mesure entrée en vigueur le 8 novembre dernier et qui fait grincer des dents du côté des industriels. Depuis, le gouvernement mène des actions en vue de s'assurer de l'application effective de cette mesure auprès des entreprises fabricatrices de sachets plastiques, les détaillants, les vendeuses d'eau en sachets et les grandes surfaces. Malgré tout, la mesure est-elle respectée? Aussi, quel est l'impact des sachets plastiques sur l'environnement? C'est un sujet grand format signé Maïsako. Koumassi, zone industrielle. La machine de la répression vient d'être lancée sur ce site. Cette entreprise de production de sachets plastiques a été contrainte à la fermeture par des éléments de la brigade de sécurité en collaboration avec des éléments du centre ivoirien antipollution. Une opération d'envergure qui intervient après l'entrée en vigueur le 8 novembre dernier du décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques sur l'ensemble du territoire. Ils avaient des sortes de sachets non bio. Donc on a fait les saisines. En dépit des plaintes exprimées par certains acteurs de la filière des sachets plastiques, le gouvernement joue la carte de la fermeté. Le 8 novembre, qui devait être la date d'application de cet arrêté approchant, les services du ministère de l'Environnement ont approché les industriels pour leur rappeler qu'ils avaient 6 mois pour écouler leurs stocks et qu'au-delà de 6 mois, ces stocks devaient être ou détruits ou recyclés. L'interdiction des sachets plastiques ne marque pas la fin des activités des opérateurs du secteur. Bien au contraire, d'autres opportunités s'offrent à eux. Les opérateurs du secteur ne fabriquent pas que des sachets plastiques dans leur usine. Il y a 2 objets en plastique qui, eux, ne sont pas frappés par cette mesure, qui continuent d'être fabriqués. Ici, nous n'avons pas fermé les usines, contrairement à certains pays où les usines ont été fermées. Ces opérateurs du secteur sont encore autorisés à exporter leur production. Qu'ils soient biodégradables ou non, les sachets plastiques sont néfastes pour l'environnement, la santé et l'économie. Ces objets-là enlaidissent notre environnement immédiat. Les ouvrages d'assainissement sont pour la plupart grippés et abîmés par ces sachets plastiques. Ces sachets plastiques sont faits à base de pétrole. Nos frères et nos sœurs vont donc sur la restauratrice pour acheter des aliments que l'on met dans ces sachets plastiques à une certaine température. Vous comprenez que les sachets plastiques font. Et les éléments du sachet plastique, qui sont des véritables poisons, entrent dans cette nourriture. Quand on mange cette nourriture quotidiennement pendant des années, après on s'étonne d'avoir des cancers. Pour s'assurer de la mise en application effective du décret, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable fait de la sensibilisation son cheval de bataille. Cette opération est bien relayée au sein de la société civile et dans la plupart des surfaces de distribution. Nous avons lancé des informations claires et distinctes à l'ensemble de nos représentations afin que cette sensibilisation connaisse une adhésion des populations. Quand le client vient, vous lui proposez les sacs et vous dites au client que ces sacs-là sont à moins de coût. Quand il achète une fois, il peut revenir plusieurs fois jusqu'à ce que ça se gâte. En lieu et place des sachets plastiques, le gouvernement propose d'autres alternatives. Il préconise l'utilisation de contenants réutilisables et en papier. On voit qu'il y a plus de sachets qui traînent beaucoup. Or, avec ça, ça fait moins de déchets. On peut en brûler, c'est plus pratique. On a un élément, c'est du papier biodégradable. Là aussi, c'est des sachets biodégradables. Ces solutions ont eu des retombées positives, notamment pour le secteur de l'artisanat. Elles ont permis à certains artisans de s'affirmer et d'exposer leur savoir-faire à travers une initiative du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Nous avons sélectionné 5 groupes d'artisans qui ont confectionné des sacs et on a eu des supermarchés témoins. C'est cher, mais c'est mieux qu'un sachet plastique.
puisque c'est réutilisable, tu peux garder pendant des années sur toi. Tu fais les achats, tu arrives à la maison, tu laves, tu reviens avec. Il y a le sac de cacao. Et ça, c'est du pain. Les populations adoptent progressivement pour leur part des comportements plus écologiques. J'ai préféré acheter ce sac. Je peux l'utiliser toujours à tout moment. Et les sachets, il y a des inconvénients. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts dans le sens de l'application effective du décret interdisant les sachets plastiques. Nous continuerons à dialoguer, à expliquer, à rechercher et à proposer des mesures d'accompagnement et des alternatives à nos populations. Le décret s'applique à toutes les formes d'utilisation des sachets plastiques. Toutefois, il ne vise pas les activités militaires, les situations de guerre, les activités médicales, agricoles et de salubrité. Le ministre chargé de l'Environnement peut, à titre exceptionnel, après réception d'une demande d'autorisation préalable, permettre l'utilisation de sachets plastiques biodégradables. Les producteurs et vendeurs de sachets plastiques encore actifs encourent des sanctions. Ils sont passibles d'amendes allant de 100 000 à 1 million de francs CFA et de peines d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans. La Côte d'Ivoire produit 200 000 tonnes de sachets plastiques par an qui, abandonnés dans la nature, défigurent le paysage ivoirien et mettent à mal le bien-être des populations. Leur réduction donnerait à coup sûr un visage neuf au pays. Voilà, c'était le grand format proposé par le service politique de la rédaction. La quinzaine internationale de la science et de la technologie a ouvert ses portes ce lundi au pôle scientifique et d'innovation de Bingerville. C'est un événement annuel visant à promouvoir la science auprès du grand public. La quinzaine se tiendra durant 15 jours jusqu'au 15 décembre prochain à travers des journées portes ouvertes et des conférences. Patricia Omouetia. La crise d'extinction s'intensifie. Elle montre que la diversité de la nature ne peut plus supporter la pression de l'homme sur notre planète. Chaque jour, nous perdons de la biodiversité à un rythme d'environ 1000 fois plus rapide que le rythme naturel. C'est ce challenge que veut relever cette deuxième session de la quinzaine internationale de la science et des technologies, dont le thème est l'avenir de la Terre. Je prends la qualité de l'air. Il y a énormément de maladies qui sont liées à la pollution de l'air, des affections respiratoires, et personne ne sait exactement en fait ce que ça donne, l'impact que ça a sur nos capitales africaines. Donc c'est des choses comme ça qu'on essaye de profiter de cette quinzaine pour en discuter et en débattre. Eu égard au bilan critique de l'état de notre planète dressé par les scientifiques reconnus, on peut affirmer que cette quinzaine arrive à point nommé. Le constat est problématique pour les générations futures. L'impact de la pollution atmosphérique sur la santé des populations des villes africaines n'a pas encore été estimé. Il revient donc aux chercheurs africains de le faire. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, notre pays œuvre pour l'évolution et le développement de la science. La KIS 2014 est une période de sensibilisation et d'éducation à la culture de la science et de la technologie au service du développement de la Côte d'Ivoire. Elle est donc une opportunité pour les populations, notamment les plus jeunes, de s'informer, de poser des questions et de se découvrir pour certains une vocation grâce à l'échange d'idées et d'expériences avec les personnes qui pratiquent la science au quotidien. Au thème du lancement officiel de la quinzaine internationale de la science et des technologies, les autorités et les chercheurs ont visité le musée scientifique dédié à la promotion de la culture scientifique et technologique. Une femme a été désignée à la tête de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La Nigériane Diezani Alison Madueke a été portée à la tête de cette organisation au cours de la réunion des membres tenus à Vienne en Autriche. Ministre nigériane du pétrole, Alison Madueke entre ainsi dans l'histoire de l'organisation qui, depuis sa création en 1960, connaît pour la première fois une présidence féminine. De l'actualité culturelle, Magic System en concert inédit à Abidjan après 9 ans. C'était hier au Palais de la Culture de Treichville. Les 4 membres du mythique groupe Zouglou ivoiriens ont passé en revue leur riche discographie. Le public qui a répondu présent était véritablement de la fête. Magic System a confirmé son statut de grosse pointure de la musique. Le compte-rendu de Serge Coléa. Palais de la Culture de Treichville. Il est 17h45 ce dimanche 30 novembre. L'ambiance Zouglou
gagne en intensité avec les artistes invités. L'arrivée du groupe Magic System est imminente, le public s'impatiente. Derrière le podium, journalistes, caméramans et photographes se sont passés le mot. Les 4 magiciens du Zouglou, les enfants d'Anoumambo, arrivent par la voie lagunaire. 18h, levée des rideaux. Les magiciens donnent le ton. Le public, qui connaît l'essentiel de la discographie du groupe, reprend ses grands classiques. Ce concert est venu confirmer qu'il y a des liens solides entre les fans de Magic System et le groupe. Vous avez vu là, ce n'était pas un concert, c'était une messe, c'était une communion, c'était un moment de retrouvailles et ça c'était le plus important. Aujourd'hui nous sommes contents. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais dans un instant, vous pourrez suivre Lundi Sport avec toute l'équipe de RTI Sport. Émission qui sera présentée par Cathy Touré. Cathy Touré qui est sur notre plateau. Bonsoir Cathy. Bonsoir Rémi. Alors, dans cette émission, vous aurez bien sûr la présentation des Jeux de la francophonie où le taekwondo ivoirien a brillé de mille feux. Alors, il faut savoir que c'est pour la 2e fois que la Côte d'Ivoire se hisse au sommet du monde francophone, on va dire. La première fois, c'était ici en Côte d'Ivoire. Et donc, toute l'équipe est arrivée ce soir même de Dakar. Et l'équipe sera effectivement sur notre plateau pour magnifier le taekwondo ivoirien. Aussi, Cathy Touré, vous accorderez un point d'honneur à la victoire du COE Sport de San Pedro sur le club Al-Ali d'Égypte. Le seul club qui a donc fait honneur à la Côte d'Ivoire en se hissant encore en finale de cette Coupe de la Confédération africaine de football. Le COE Sport de San Pedro qui a rassuré samedi dernier ici face au public ivoirien, mais qui a encore un challenge à relever, c'est-à-dire la grande finale qui va se dérouler en Égypte. Eh bien, nous parlerons de ce match qui s'est déroulé samedi. Et bien sûr, nous donnerons les chances du COE Sport de San Pedro face à Al-Ali, qui est un grand club dans cette compétition. Et puis toujours en football, la Ligue 1 a démarré effectivement ce week-end. Nous en parlerons également. Merci beaucoup. À retrouver toutes ces précisions de Cathy Touré et toute l'équipe, tous les consultants, tous les chroniqueurs dans Lundi Sport. Ce sera sur le coup de 21h sur RTI 1. Moi, je vous dis à demain 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.